Tendance première. Bonjour Julien Gilles. Bonjour Véronique. Avec une série aujourd'hui qui va nous faire beaucoup réfléchir, mais avec un casting d'enfer. Un casting d'enfer pour cette série Maniac, une série disponible sur Netflix. C'est une mini-série, donc conclusive, de 10 épisodes, on est autour de 40 minutes. Le casting, effectivement, est alléchant. On a Jonah Hill, Emma Stone, et dans des rôles plus secondaires, Justin Theroux, Sally Field ou encore Gabriel Byrne, qui vont nous conter une fable, en fait, sur la quête du bonheur et une réflexion sur notre tentative de rationaliser cette quête du bonheur, notamment en cherchant dans l'intelligence artificielle la solution. C'est 2018, cette série, mais elle résonne évidemment fortement aujourd'hui que nous sommes abreuvés dans nos quotidiens de cette fameuse intelligence artificielle. Alors le pitch, l'action se déroule dans un monde qui est contemporain, qui ressemble très fortement au nôtre, mais qui aurait un petit peu dérapé. C'est une forme d'un peu une uchronie. Donc on est dans une esthétique rétro-futuriste. Autrement dit, on a par exemple des fonctionnalités qui sont tout à fait modernes et du futur, entre guillemets, mais dans un look très rétro. Il y a un look comme ça, des machines qui fait penser un peu au film Brasil, par exemple, avec beaucoup de câblage, etc. Et donc dans ce monde un peu futuriste, on va trouver Owen, un des personnages, donc qui est psychotique et schizophrène. Il voit des gens, il converse avec eux, et il a beaucoup de mal à distinguer le vrai du faux. Et il vit, on le trouve aussi aux prises avec un conflit moral, puisque sa famille, riche famille new-yorkaise, lui demande de mentir sur sa mort pour protéger l'un de ses frères. À côté, l'autre personnage principal, joué par Emma Stone, c'est Annie, une trentenaire cynique et désabusée qui avale des cachets, comme des Smarties pour échapper à sa réalité. Tous les deux vont se retrouver dans un essai clinique d'un puissant laboratoire, parce que dans ce monde, il n'est pas rare, comme ça, pour gagner de l'argent, de mettre à disposition son corps, son esprit pour des essais cliniques plus ou moins dangereux. Et donc, ils vont se retrouver tous les deux dans cet essai clinique qui a simplement l'ambition de résoudre en fait les problèmes existentiels les plus profonds, bref, de vous donner le bonheur, de vous rendre le bonheur. Et comment ? Par l'administration de 3 pilules qu'il faut prendre dans un certain ordre et accompagner justement du rêve, puisqu'il s'agit de déconstruire finalement un événement traumatique, celui qui laisse le plus d'empreintes sur votre conscience et qui oriente finalement le reste de votre vie. Et donc il s'agit de revivre par le rêve cet événement traumatique, de le décomposer pour après recomposer son futur. Et donc toute cette expérience est chapeauté par un ordinateur central qui lui aussi fait furieusement penser à un ordinateur central qu'on a bien connu il y a déjà 60 ans, qui est HAL dans 2001 Odyssée de l'espace. Donc vous savez, ce grand panneau avec tous ces boutons qui s'illuminent, ça c'est Gertie. Mais Gertie, elle est douée d'intelligence artificielle, mais aussi on lui a donné de l'empathie pour protéger les cobayes qui, dans leurs rêves, dans leur délire onirique, peuvent aller jusqu'aux confins justement de leurs émotions, et ça peut les entraîner, les faire basculer définitivement. Et donc, si elle est dotée d'empathie, elle est dotée d'émotions. Et c'est un problème quand on est une intelligence artificielle, d'autant plus qu'elle est aussi composée à partir des éléments psychologiques de la mère du scientifique, qui lui-même a un gros complexe oedipien avec ses dites mères. Donc on a un récit, c'est en des épisodes qui est entre réalité et rêve. On a une partie des épisodes où on va être pas mal centré sur le scientifique, justement, son adjointe, sa mère et cet ordinateur. Et une autre partie du récit qui, lui, va nous emmener dans les rêves que font Emma Stone et Jonah Hill, donc leurs personnages, qu'ils font en commun, et ça c'est contre toute attente, puisque finalement, à force de déconstruire, pour déconstruire leur traumatisme, ils se lient dans leurs rêves. Et donc ça aussi, c'est le grand enseignement aussi du récit, c'est que pour donner sens à cette vie, à cette existence, on a besoin de liens avec les autres. Et les rêves qui nous emmènent aussi un peu dans un univers à la Brasil, parce qu'on change de décor à chaque fois, d'époque, de trucs, donc ça nous emmène dans des références absolument. Dans des références dingues. Donc chaque épisode où on va aller dans un rêve, on va s'attacher à une esthétique qui renvoie très clairement à un film connu. Ça peut être Arizona Junior, ça peut être Dr Folamour, ou ça peut être encore Le Seigneur des Anneaux sur la fin, où là carrément on a une quête avec les personnages transformés en elfes finalement. Donc oui, il y a des grosses références tout du long de la série. Et donc à travers ces rêves, je vous dis, donc ils déconstruisent leur traumatisme le plus profond. Je vais pas spolier, mais pour l'une c'est la mort de sa sœur adorée, et pour l'autre c'est le fait d'être un petit peu à la marge depuis sa naissance et d'avoir été isolé finalement de sa famille tout du long. La question qui se pose aussi dans la série finalement, c'est peut-on formuler nos consciences et nos âmes en un algorithme ? La réponse est clairement non, puisque dans l'expérience ici il s'agit d'aller aux confins du cerveau. Vous savez, c'est le dernier continent encore inexploré finalement, notre cerveau. Et est-ce qu'une intelligence artificielle serait capable de synthétiser l'ensemble de nos acquis, de nos souvenirs, de nos traumatismes, afin de nous reformater? C'est un peu le postulat de ces scientifiques dans cette série.
il s'agit de transformer les événements traumatiques en un simple rêve, en un simple souvenir, pour ainsi comme ça se débarrasser des effets sur notre conscience. Finalement, de mettre notre conscience de côté. Mais la question qui se pose, c'est être humain, c'est justement souffrir, très probablement, souffrir de sa conscience. Donc voilà, l'équation du sens de la vie, elle ne peut être résolue par Gertie, parce qu'elle-même est douée maintenant, avec cette empathie, est douée d'émotions. Elle ressent la souffrance, la tristesse. Parfois, elle se sent seule aussi, cet ordinateur, et donc la tentation de garder certaines âmes avec elle à travers ses rêves. La question, c'est finalement, gagnerions-nous à abolir toute souffrance émotionnelle pour mieux vivre nos vies sous l'égide de machines et de... Doit-on confier à la machine, ici une intelligence artificielle, donc doit-on confier à la machine, oui, notre humanité? Est-ce que notre humanité est synthétisable, entre guillemets, en une série d'algorithmes? Est-ce que le bonheur devrait coûter ce prix-là, finalement? A priori, non. Comment être heureux si on n'est pas malheureux à côté? Ici, il n'y a pas de contraste, alors on est sur une forme d'uniformité très ennuyeuse aussi. Donc, le récit dénonce la foi dans cette science aussi, finalement, cette science qui pourrait tout. Vous savez, le scientisme, cette idée que finalement, peu importe la problématique, on finira toujours bien par trouver une solution. La science nous donnera une solution, que ce soit sur un plan individuel, en repoussant sans cesse les limites de la mort, etc., ou sur un plan collectif, la science va bien nous trouver une solution quant au réchauffement climatique et à ses effets sur nos vies collectives. Il y a une forme de politique de l'autruche chez nous aussi, donc on ne traite plus les causes, mais on investit un maximum dans la résolution des symptômes finalement. Et puis au final, le dernier enseignement que nous fait ce récit et cette série, c'est le lien, c'est ce besoin de lien. Au final, l'être humain, derrière toute sa technologie, derrière tous ces soi-disant progrès technologiques qui sont très différents des progrès humanistes, c'est le lien qui fait sens. L'être humain reste un mammifère qui a besoin des autres pour survivre, pour vivre, pour apprécier la vie aussi. Et nos deux dépressifs profonds, c'est ce qu'ils vont aussi découvrir en tirant le fil de leur traumatisme, c'est qu'ils ont besoin d'abaisser la garde et de se lier. Et oui, ça c'est l'enseignement. Alors c'est un peu fleur bleue, on va pas se mentir, mais c'est une bonne piqûre de rappel. Et puis ici, ça prend la forme d'une série très divertissante parce qu'il y a ces références, il y a cette esthétique. C'est pour donner la référence aussi, le réalisateur de la série est celui même qui a fait Trou Détective la première saison. Donc il y a un vrai savoir. À voir sur Netflix donc, Maniac. Nous on va poursuivre.